Salut à tous et bienvenue dans l'épisode 18 d'Up and Thunder, le seul podcast français sur le Thunder. C'est Pierre qui vous parle, je suis très heureux de vous retrouver cette semaine. Avec moi comme toujours maintenant Constant. Comment ça va Constant ? Ça va très bien, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau podcast. Ouais, après la semaine dernière un petit live, là on enchaîne avec un podcast et pour venir nous renforcer pour cet épisode un peu spécial Constant, on a avec nous un de nos compères sur le site wearethunder.fr, c'est Samson. Comment ça va Samson ? Salut Pierre, salut Constant, tout va bien. Premier podcast pour moi, c'est avec plaisir. Ouais, t'es notre rookie là aujourd'hui, mais ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Je suis le Poku de l'équipe. Bon, on va dire Malédon, ça sera un peu pire quand même. Je serais peut-être meilleur du coup. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, les gars, le débat va s'articuler autour d'une question. Est-ce que le Thunder est une équipe qui joue la loterie ou plutôt qui a le niveau d'une équipe qui joue la loterie? On va vite définir un peu ce qu'est la loterie et aussi sur quoi on va débattre. On va débattre plutôt sur les toutes premières places à la draft plutôt que le top 15 qui semble plutôt acquis, on va le dire. Parce que en effet, alors que tout le monde, nous y compris, on annonçait le Thunder tout au fond de la ligue, au moment où on enregistre, OKC a un bilan de 4 victoires et 4 défaites avant son match contre Brooklyn dimanche soir. On a montré des choses plutôt encourageantes dont on a parlé dans notre dernier live avec Constant, je vous invite à le réécouter si ce n'est pas fait. Avant de débuter ce débat, du coup, je reviens un petit peu d'abord sur un sondage qu'on a réalisé sur notre compte, puisque en fait cette question elle nous était posée plusieurs fois après des matchs, notamment après des victoires. Donc j'ai demandé un peu cette question via un sondage sur le compte Twitter. On a eu presque 500 réponses au sondage et 66% de réponses des personnes ont répondu que le Thunder était une équipe qui jouait la loterie. Par contre, à la vue des commentaires en dessous du sondage, il y a eu un petit biais aussi dans la compréhension, l'interprétation de la question, parce qu'il y a certains, je pense, qui ont répondu que le Thunder devait jouer la loterie parce que c'était mieux pour l'équipe, mais que c'était pas forcément en termes de niveau, etc., que ça avait été compris. Par contre, ce qu'on peut conclure vis-à-vis de ça, et ce que moi j'en ai conclu, c'est que je pense qu'à l'aube de la saison, 100% des gens auraient dit que le Thunder jouait la loterie, et que ce chiffre a baissé du coup. Donc c'est intéressant de voir l'évolution en moins de 10 matchs que les gens ont eu. Voilà, j'ai assez présenté le sujet, assez parlé de mon côté. Constant, toi, est-ce que pour toi, le Thunder est une équipe qui joue la loterie? De quel côté tu te situes? Oui, je suis totalement d'accord, le Thunder est une équipe qui joue la loterie, qui joue le haut de la loterie. Pour des raisons qu'on détaillera, qu'on détaillera tout au long du podcast. Mais si je devais résumer quelle est ma pensée, très rapidement, c'est un début de saison où il y a aucune logique, aucune continuité. Il y a plein d'équipes qui se font taper d'un jour sur l'autre. Et le Thunder participe à ce manque de continuité dans la ligue, ce qui fait qu'on a des victoires improbables. Et je pense que plus les matchs vont s'accumuler, plus on va retrouver un semblant de continuité, on va perdre des matchs. Deuxièmement, le calendrier, ça c'est mon point majeur. Le calendrier à partir de maintenant va commencer à devenir infernal et on va perdre des matchs. Et dans un troisième temps, d'un point de vue purement statistique, il y a des stats avancées qui me font croire que le Thunder va être une équipe qui, même si le début de saison est correct, va petit à petit retrouver ce qu'on attendait d'eux en début de saison, c'est-à-dire le bottom 5, 6, 7 des pires bilans de la ligue. Tu as déjà dit plusieurs points que je pense qu'on va revenir tout au long du podcast, comme tu l'as dit. Samson, toi, tu te situes comment? Est-ce que du coup le Thunder est dans le haut de la loterie, c'est-à-dire on va dire dans le choix top 5, top 6? Et pour toi, c'est quoi l'argument peut-être principal qui te fait dire ça ou non? Pour moi, je suis du même avis que Constant, clairement, je pense qu'on sera dans la loterie, quoi qu'il arrive. L'année, elle est assez particulière, donc c'est pareil, comme Constant il a dit, je suis d'accord avec lui. L'année Covid fait qu'il y a un manque de préparation, les équipes elles étaient pas forcément toutes prêtes et c'est pour ça qu'on se retrouve en 4 victoires, 4 défaites pour l'instant. Après c'est pareil, le calendrier il va se compliquer, mais je pense que là je suis pas vraiment du même avis que Constant. Je pense que dans tous les cas l'année est tellement particulière que les grosses équipes, il y aura des joueurs qui seront absents, comme là ce soir par exemple, on sait toujours pas si KD et Kyrie seront là. Ça va être ça je pense toute la saison et du coup ça peut faire qu'on ait un meilleur bilan que prévu. On verra comment ça se passe. Et donc du coup qu'on serait plus éloigné que ça du premier choix de draft. C'est ça, si on considère que dans ta vision de la loterie, c'est un top 3 ou un top 5, on sera peut-être un petit peu plus loin, mais je pense quand même qu'on sera dans les premières places, à voir comment ça se passe la saison, mais je pense qu'on sera dans les premières places dans le top 5 en tout cas.
Pour toi, on est plus proche du top 8 que du top 3. C'est ça, je nous vois plus 4, 5, 6 que top 1, 2. Ouais. D'accord. Non, ça s'entend. Ça s'entend. Pourtant, au début de la saison, j'aurais dit clairement que dans mes pronos, j'avais dit Oklahoma, j'avais mis 15 victoires, je crois. Ouais, je crois que de nous 4, t'étais le plus bas. Ouais, le je pense plus bas. que j'étais Et moi, le plus j'étais bas. celui qui était le plus haut. Hein, Ouais. Donc voilà, je pense que les 15 victoires, on en sera quand même, on sera quand même à beaucoup plus. Mais bon, à voir. Je comprends ce que tu imagines, Sanson. Je conçois que le Thunder puisse finir, allez, on va dire fin de top 5 ou presque en dehors du top 5. Après, on verra. Moi, il y a plusieurs points par la suite qui font que j'ai tendance à dire qu'on peut très facilement finir top 3 et qu'on peut très facilement vite déjanter et vite tomber dans des choses qu'on ne voit pas maintenant, des matchs où on n'y est pas du tout, où on lutte même pas, où on enchaîne des défaites. Parce que pour l'instant, on n'a pas eu de grosse série de défaites aussi. C'est ça qui a aidé à notre classement. Et il faudra Des être raclés, il y en a eu par contre. Oui, il y a eu des raclés. Mais je pense que la loterie, le haut de la loterie, ça va jouer sur des équipes qui sont capables d'enchaîner beaucoup de défaites. Et pour l'instant, on n'a pas été capable de ça. Bon, dans un sens, c'est très bien. Mais quand une équipe va enchaîner 10 défaites d'affilée, par exemple, ça va faire une grosse différence dans le classement, qui est très serré pour l'instant. Comme tu l'as dit, vous l'avez dit tous les deux, c'est très incertain. Il y a pas mal, c'est un beau bordel. Il y a des équipes qu'on pensait pas là et qui sont très bas. Donc moi, je nous vois, et comme je détaillerai par la suite, plutôt dans au moins top 5, je dirais. Peut-être 4-5 selon comment ça évolue, selon quel trade il y a aussi, ça j'en reparlerai. Mais ouais, je nous vois quand même assez haut dans cette future draft. Constant, je reviens vers toi du coup. Si tu devais dégager un premier élément sur lequel on va débattre, qui pour toi est le principal qui fait qu'on sera très haut dans la draft, ça serait lequel? Bon, bah, alors, le principal, qui est en fait un argument où je me contredis moi-même. C'est assez paradoxal. En fait, si on regarde les stats purs, les stats avancées, on en a déjà parlé la semaine dernière quand on a fait en live. Le Thunder, ça ne bouge pas, est toujours confortablement installé à la dernière place en termes d'offensive rating. Ouais, je l'ai celle-là aussi. À 100,9, ça veut dire pour 100 possessions, tu marques 100 points. C'est pas beaucoup. Pire offensive rating de la ligne, comme j'ai dit, et on sait que surtout dans une NBA qui tend de plus en plus vers l'offense, c'est compliqué de gagner des matchs quand ton attaque est vraiment pas bonne. Et je vois pas d'amélioration au fur et à mesure de la saison. Surtout, alors peut-être que chez Bazley tireront un peu mieux, mais Dort va pas tirer mieux que ce qu'il tire actuellement. George Hill et alors Ford tirent déjà très bien cette saison. Le banc, bon, peut-être que Poukou arrêtera de faire des 1 sur 7 à 3 points au bout du 72e match, mais ça va peut-être pas arriver. Ça va venir là, il commence d'en mettre un peu plus. Il en a mis un, franchement. Quand même, c'est réveillé. Ouais. Processus commotion cérébrale, ça lui a remis les idées à l'endroit, ça y est, il va tous les rentrer. Mais, pour confirmer ce que tu dis, on est 24e en termes de true shooting pourcentage. Et ça, comme tu le dis, on va pas au lancer. Ouais, on va pas au lancer et c'est pas voué à augmenter, notamment en tir extérieur où Bazley a rectifié le tir, Horford et Hill shoot plutôt bien. Horford c'est très périodique mais ça shoot plutôt bien. Dort shoot très bien. Il va pas avoir de gros changements à ce niveau-là. Non, et je me dis que quand tu sais pas attaquer en NBA ou quand tu as du mal à attaquer en NBA, c'est compliqué de gagner des matchs, surtout en 2020. Enfin, mais en 2021, puisqu'on est en 2021 maintenant. Mais il y a un point où ça contredit entre guillemets, et je vais faire mon propre critique, c'est que le Thunder est la 9e meilleure défense de la ligue. Et autant tu peux gagner des matchs avec une bonne attaque, autant tu peux vraiment gagner des matchs avec une bonne défense. Je pense que tu peux plus gagner de matchs en ayant une bonne défense et une mauvaise attaque qu'en ayant une bonne attaque et une mauvaise défense. Et ça, pour le coup, alors peut-être qu'on en reparlera plus tard en évoquant potentiellement des trades au niveau des vétérans, mais je vois pas le Thunder d'un coup ne plus se mettre à défendre. Et je me dis qu'il peut y avoir des matchs où, typiquement le match contre les Knicks il y a 2 jours, où OKC défend très bien, et où on défend tellement bien et on parvient juste à marquer les quelques points qu'il nous faut qu'on parvient à remporter une win. Donc ça peut faire que je ne vois pas potentiellement avec le pire bilan. On peut prendre quelques matchs, mais malgré tout, cette lacune assez incroyable en attaque me fait dire que principalement on va pas être bon, on va perdre des matchs. Moi, ce qui me fait penser qu'on va gagner quand même pas mal de matchs, c'est aussi le fait que
on a des joueurs qui sont tous capables de scorer un minimum quand même. On voit que on n'a pas d'énormes scoreurs. Shea est même pas à 20 points par match, je crois, pour l'instant. Non. Et on a 7 joueurs à plus de 10 points par match. Donc c'est vraiment pas mal. On voit qu'il y a tout le monde qui peut apporter au scoring sans être extraordinaire, mais Dort, il est capable de prendre feu à 3 points ou même d'aller chercher des points sur quelques drives. Basley, c'est pareil, enfin, on sait de quoi il est capable. Shea, de toute façon, c'est le leader de l'équipe, il va attaquer, il va attaquer le cercle, il va scorer à 3 points, ce sera toujours pareil. Muscala, il l'a déjà montré depuis le début de la saison, il est capable de prendre feu à 3 points. Mm. Et hier, c'était Diallo qui a mis plus de 20 points, donc il y a vraiment tout le monde qui est capable de scorer, même Poku, on verra ce que ça va donner, mais il y a le profil d'un joueur qui est capable de prendre feu de temps en temps, donc je pense que ça peut aussi faire gagner des matchs le fait que tout le monde puisse marquer dans l'équipe. Tu penses que collectivement, en fait, ça va aider à ça, que tout le monde peut être mis en valeur selon les matchs? Je pense que tout le monde peut marquer, mais pas assez pour gagner des matchs. Ok, je suis d'accord avec toi, Sanson, t'as 7 joueurs à 10 points. Par contre, t'en as aucun à 20. Et t'as que Shea qui est à plus de 13. Après, Shea finira à 20, je pense. C'est pour ça, et suffit que Shea monte un peu. Enfin, il y a des matchs, il va finir à 25, 30 points, être un peu plus leader, faire plus de passes, rendre les autres meilleurs, et du coup, ce style de match-là, je pense qu'on va les gagner. Sauf contre les grosses équipes et qui font un gros match, mais logiquement, il y aura plus de wins, je pense. Mais je vois pas qui pourrait augmenter Qui va step up, ouais, offensivement. Son impact statistique. Hmm. Dort, il a 41% à 3 points. Est-ce qu'il va rester à 41% à 3 points? Je ne pense pas. Jordi, Il va il pas est passer à en... 60. Après, après pour du côté de Sanson, c'est que je pense qu'il veut même pas une augmentation, mais si on reste dans ce qu'on fait maintenant, tu gagneras quelques matchs. Je pense que c'est ça qu'il veut C'est souligner. ça. Tu gagneras On a encore quelques 50%, matchs là. plus que contre certains. Je pense que c'est ça. Moi, je me rangerais plutôt du côté de Constant parce que statistiquement, il y a des choses. Comme tu l'as dit, pire attaque, ça on l'a souligné, ça risque pas forcément de progresser, même si on sera capable par passage, comme tu l'as dit, comme vous l'avez dit tous les deux, de compenser ça et que ça marche plus ou moins bien dans le clutch pour gagner. Ça va être très limite. D'ailleurs, on est même 28e au net rating ou 27e, 28e. Donc ça, c'est clairement l'une des pires stats de la ligue. En fait, c'est-à-dire qu'on est les 3 plus nulles équipes en termes de rating et on a le 15e bilan. Donc on est en train de surjouer par rapport en fait à notre rating, notre bilan, et ça vient aussi du fait qu'on a gagné pas mal de matchs dans le clutch, voire quasiment tous, à part peut-être celui des Knicks qu'on a fait l'écart un petit peu avant, mais nos plupart des matchs ont été gagnés. Celui contre le Magic aussi. Ouais, t'es gagné un peu avant. Mais au final, c'est souvent serré, on n'a pas mis de gros blowouts, et je pense que nos plupart de victoires seront des matchs assez accrochés, et ça peut tomber d'un côté ou de l'autre. Alors, ça tombe de notre côté depuis l'année dernière, ça tombe beaucoup de notre côté. Il y a peut-être un moment où ça va tourner, où on l'a vu, Shea, ou même les autres jeunes joueurs dans le clutch ne sont pas tout le temps serein. On peut citer le premier match à Charlotte où c'était un petit peu n'importe quoi dans cet aspect-là. T'as Shea qui plante le game winner. Oui, mais t'as Shea qui plante. C'était assez incroyable cette séquence-là. Mais on peut dire il y a des matchs où on va peut-être faire un petit peu n'importe quoi aussi, ce qui serait normal. Donc peut-être que ça va s'équilibrer à ce niveau-là et qu'on gagnera un peu moins de matchs que ce qu'on a gagné maintenant. Ensuite, moi, ce qui me fait dire que ça va se tasser petit à petit, c'est défensivement. Ce qui est incroyable, c'est que c'est Constant l'a dit, on était une bonne défense, mais c'est notre banc qui est surtout très fort en défense, puisque notre 5 majeur, qui d'ailleurs est le 5 qui a le plus de temps de jeu en moyenne par match, de 21 minutes par match, a un defensive rating de 108, ce qui est assez élevé en fait, comparé à celui du line-up du banc par exemple, qui est à 80. Quand Ouais. t'as 100, en fait, c'est pas tant que le line-up du 5 majeur est pas bon, parce que là, typiquement, 108 de defensive rating, t'es 12e. Oh, ça va. Tu vois, j'ai un peu, je pensais que c'était un peu plus. Non, mais ça va. C'est honnête. Mais par contre, tu compenses pas en attaque. Non, mais c'est celui du banc qui est incroyable, le defensive rating. Qui est à 80, et ça, c'est, par contre, c'est. À 80, je pense que les Pistons, en 2004, ils sont jaloux, limite. 80, et mais du coup, ce qui est, par contre, flagrant entre les deux line-up, c'est que l'écart est identique en attaque. C'est là, le 5 majeur est beaucoup plus fort en attaque, et à 108 aussi en attaque, presque 109. Et que le banc est juste à 87. Donc d'ailleurs, vous remarquerez que le banc a un net rating de presque 7. Donc c'est pas scandaleux de le voir un peu plus sur le terrain, n'est-ce pas, Constant? Ouais. Non, et en fait, ce qui me fait dire ça, c'est que ton 5 majeur qui est censé te porter toute la saison est pas forcément ultra positif pour l'instant.
comme on l'a dit, parce que défensivement, il est correct, en attaque, c'est un peu moins bon, et du coup, t'as un net rating de 0,5 sur quand même 150 minutes, ça commence à être un échantillon correct, et ça me fait dire que tu seras pas forcément porté par ce 5 tout le temps. Là, t'as le banc qui compense, mais combien de temps le banc va jouer comme ça? Honnêtement, Muscala tire exceptionnellement bien, Malédon confirme, lui il pourra progresser, etc. Diallo fait un très très bon début de saison. En fait, t'as l'impression que tout marche bien avec ce banc, même collectivement, t'as l'impression que c'est efficace. Et j'ai des doutes sur le fait que ça perdure dans le temps. Ouais, moi je suis pas convaincu, je suis plus de l'avis inverse même parce que je pense que Malédon il va s'adapter à la NBA, Hmm. Poku c'est pareil et du coup que ça va s'arranger au fil du temps. Muscala c'est quand même un sacré shooter depuis quelques années et je pense qu'il va pas forcément baisser tant que ça. Enfin là il y a des très bons pourcentages mais Et Muscala, il est à 43% à 3 points. c'est Et il ça. bombarde. Mais Il en prend 5 par match. Mais Muscala, il y aura toujours ce profil-là où il va prendre des shoots ouverts en catch and shoot et du coup ça va forcément baisser peut-être un tout petit peu, mais je le vois pas finir à 36-37%. Je pense qu'il sera peut-être même au-dessus des 40. Après, je m'attendais à cette réaction-là. Je me permets de répondre, Constant, parce que je pense que statistiquement, ça va baisser, mais que l'eye test et que ce qu'on va voir sur le terrain sera peut-être correct et mieux, mais que statistiquement, ça va baisser. Et par exemple, qu'un Malédon, lui, sera meilleur, que Poku sera meilleur, mais que collectivement, ça marchera moins bien et tout. Et ensuite, j'y reviendrai. Mais à partir du moment où on va trader peut-être George Hill ou autre, ça te décale tout. Et par contre, le fond de banc, j'y crois pas du tout. C'est-à-dire que si Malédon rentre dans le 5 par exemple, on va devoir faire jouer peut-être Ty Jerome qui reviendra de blessure, ou si Horford est tradé, tu dois voir rentrer Muscala dans le 5, tu auras du Roby, et ça va plutôt dans mon sens. Il y a juste un truc là, puisqu'on parlait du tir à 3 points, il y a un truc que je trouve assez paradoxal, c'est que le Thunder, en termes de pourcentage de tir à 3 points, est 28e. Mhm. Alors qu'on a quand même 3 joueurs de rotation, c'est-à-dire Muscala, Dort et George Hill, qui sont au-dessus des 40% à 3 points. Mhm. Et ça, je trouve ça plutôt paradoxal de voir que tu as 3 joueurs à 40% de réussite à 3 points, qui au cumulé, tous les 3 en prennent 15, qu'on est pourtant une des pires équipes en termes de pourcentage extérieur. C'est qu'on a des joueurs qui doivent être incapables de mettre un tir. Ouais, c'est ça. Il y a un C'est pivot, vraiment il y a un hétérogène. pivot serbe, je crois, qui a Ouais, du mal. mais je suis pas sûr qu'Orford ait un si bon pourcentage que ça Non, il est à maintenant en global. 33. Ouais, tu vois, c'est pas... Shea a un Mais il est mauvais aussi, c'est pas. pourcentage. Ouais, tu vois, 34, je sais. c'est tout juste correct en fait, c'est ce que tu peux attendre de lui, mais c'est juste correct. Je sais pas à combien Théo est, mais il en prend des compliqués des fois. Ouais, il a 30%. Tu vois, il en prend quand même 4 par match presque, il a 30%. C'est surtout Baisley qui a 28 et qu'on prend 5 par match. Ouais, qui a très mal commencé la saison. T'as un trio Muscala, Dort, George Hill, qui sont des vétérans, et on en parlera après, qui sont des vétérans qui sont susceptibles de partir pour Muscala et pour George Hill, qui eux sont tes shooters réguliers. Après t'as Dort, à voir s'il confirme. Et par contre, tes jeunes, Baisley, Shea, alors c'est en progression, parce que bizarrement, quand il prend moins de tirs extérieurs, bah, il en met plus. Parce qu'il prend des bons tirs au lieu de prendre des tirs compliqués, mais t'as Poku, Baisley, Malédon, Horford, où eux, pour le coup, en tir extérieur, c'est compliqué. Et autant, je pense que chez, là, il est à 34, il peut se stabiliser à 35, 36. Autant Baisley, il peut remonter aussi, je pense, à 33, 34. Là où je suis pas convaincu que Poku va arriver à plus de 30 et où Malédon va arriver à plus de 30 aussi. Mais plus de 20 déjà, beaucoup, ce serait pas mal. Bah, il est à 10 là, donc. Non, il va remonter, c'est sûr, Bon, mais ça va après, remonter, jusqu'à mais oui. combien, c'est un bon débat. Ouais, ce sera quelque chose à suivre. Et par contre, effectivement, si on se met à mettre des tirs et que tout le monde se met à shooter un peu mieux, enfin, plus décemment, j'ai envie de dire, ça peut être un très gros point positif pour gagner des matchs. Et là, ça risque de diminuer nos chances d'avoir un très haut choix de draft pour le coup. C'est ça, moi je suis pas inquiet pour le pourcentage à 3 points. Je pense que bah, peut-être que Dort ça va baisser forcément, mais il y en a aussi d'autres où ça va remonter pour beaucoup, pour Baisley par exemple. Moi ce qui m'inquiète plus c'est par rapport à la défense où là on est 9ème si je dis pas de bêtises, Ouais. Constant. 9ème en défense et on a vraiment joué des équipes qui sont pas forcément hyper bonnes en attaque. Ah, me vole pas mes Euh, arguments. Bah c'est trop tard. Et du coup, bah je pense que vraiment la défense ça va baisser, surtout qu'on n'a pas des monstres défensifs à part Dort. On n'a pas forcément une équipe sur le papier tournée vers la défense. Le banc, on voit vraiment que ça, c'est pas trop mal, mais ça se bat plus qu'autre chose. C'est vraiment plus dans la combativité que dans le talent défensif.
Pareil en défense intérieure, on a pris la sauce par Zion et Adams contre Nouvelle-Orléans les 2 matchs. C'était assez catastrophique À et je tous les pense que matchs, on ça a pris va. la sauce à l'intérieur, je crois. Non. Ouais. Presque tous. Orlando, Contre les c'était Knicks, pas on mal tient aussi. Julius Randle. Hein. C'est Ouais, vrai. ouais. La deuxième mi-temps moins, mais Non, ouais, c'est c'est vrai vrai. que Ouais, encore. Hein. Mais ouais, Arnold, ça a été, c'est vrai. après, pour réagir sur ton point, Sanson, il y a une différence entre talent individuel défensif et bonne défense collective. Tu peux être une équipe qui, effectivement, sur le papier, a pas d'énormes défenseurs, mais parce que tu défends intelligemment et que tu défends en équipe, tu peux être une bonne défense. C'est ça, mais du coup, de là à être 9ème, je pense que ça va quand même baisser. Je pense pas qu'on va se retrouver 25ème, hein, Mais tu mais vois, une équipe, exemple totalement pris au hasard, une équipe comme Washington, qui pourtant en défense ils ont Non. le physique pour défendre. Ils ont le physique, mais ils ont encore moins de noms que nous, je pense, pour défendre. ouais, c'est ça. Ouais, t'as Westbrook, t'as Bradley Beal, ça Oui, va, tu peux défendre bah, quand même. Tu peux, mais ils ont Westbrook, pas c'est plus forcément question envie. physique. Ils ont pas Parce qu'ils forcément ont pas envie la et d'envie. défense Ouais, collective. ouais ils ont pas envie Là aussi. où, justement, Washington défend pas parce qu'ils ont pas la défense collective, alors que pourtant, individuellement, ils auraient le matière à défendre. Là où nous, de par le fait qu'on défend collectivement, même si on semble ne pas avoir de bons défenseurs, bah, on parvient, notamment le banc, à tenir les joueurs adverses. Mais je pense que justement, même sur ce point-là, je pense que ça va baisser parce que là, tous les jeunes qui viennent d'arriver, ils sont motivés, ils veulent se montrer. Même les Robbie Williams qui ont pas eu de temps de jeu en NBA, bah là, ils veulent forcément se montrer. Et je pense que la défense collective, les efforts, ils vont moins se faire et ça va forcément baisser, je pense. Je Je sais pas. sais pas. J'ai l'impression que Daigneault a quand même mis c'est dans ses principes de jeu de bien Ouais. défendre. Hein. Non, là, là où je vous rejoins vraiment, c'est le point, c'est qu'on n'a pas joué d'attaque élite et qu'on défend très intelligemment collectivement. On est l'équipe, par exemple, qui concède presque le moins de tirs à 3 points. On est 3ème dans la ligue, et en plus avec des pourcentages 5ème en pourcentage, donc c'est très bien. On est l'équipe qui concède très peu de lancers francs aussi, et d'ailleurs, ils shootent très mal contre nous, on est l'équipe qui prend le moins en pourcentage au lancer franc. Soit ça shoot à 68% contre nous. Ça, sur du long terme, par exemple, ça va réaugmenter, parce qu'on jouera des attaques meilleures, parce qu'on va enchaîner avec un calendrier beaucoup plus difficile, parce que quand... mes arguments. Oui, bah, je te fais une transition, je te fais même une transition. Et parce que, voilà, la seule équipe presque élite qu'on a joué, c'est quoi? C'est Utah? Et encore Miami. élite. Et Miami aussi, Ouais, voilà, encore et élite, Miami. Et voilà, c'est des élites, ils jouent l'avantage du terrain, mais ils vont pas être premiers de leur conférence, et encore Miami commence pas très bien, à part contre nous, du coup. Donc, ça, je pense que ça risque de diminuer, mais je pense que collectivement, et même dans l'effort, on va tenir, mais qu'à terme, voilà, c'est encore une fois, même ce qu'on va voir, ça sera bien, mais statistiquement, petit à petit, ça sera moins bien. Puis encore une fois, l'exemple que tu sors, c'est Miami et Utah, c'est quand même des équipes qui jouent collectivement et qui ont pas forcément de très grandes stars offensives. Il y a Donovan Mitchell à Utah, mais On avait Dort. c'est ça, on adore, mais quand ce sera KG et Kyrie, peut-être ce soir, on verra. Je pense que ce sera différent pour la défense collective, ça peut peut-être prendre l'eau plus facilement. Après, on n'a pas le jouet de superstar offensive, on a quand même pris un Brandon Ingram en termes de joueurs avec des qualités offensives certaines. Pour le coup, lui, il est bon. Et là, on a pris une sauce quand on l'a affronté. Même Vucevic, Vucevic nous a offensivement, défoncé tout le temps. Offensivement, Ouais, il nous a je pense que défoncé c'était vrai. et de manière globale, il est plutôt bon. Puis Mais- Zion sur Baisley aussi. Oui, Zion sur Baisley aussi. Mais Zion est moins doué au niveau du skill offensif. C'est beaucoup plus brut, c'est beaucoup plus physique que Brandon Ingram ou que Vucevic. Mais c'était du 1 contre 1 au poste et c'était plus compliqué aussi pour Baisley et on n'a pas vraiment de joueur type pour défendre sur ça. Enfin, après, moi, Oui, Personne en a. ça va pas. C'est ça. Si, tu mets un Anthony Davis sur Zion, ça tient. Oui. Tu mets un Ben Simmons sur Zion, ça tient aussi. Ouais, mais il n'y en a pas des masses. Non, mais voilà, c'est une élite. Et après, pour revenir juste sur le calendrier, nos 4 wins, c'est Charlotte. Et encore Charlotte, on gagne sur un game winner de manière un peu improbable. Donc Charlotte qui est une équipe qui fait un bon début de saison, mais je suis pas convaincu que ce soit une équipe qui finira dans le top 6 de l'Est en fin de saison. Orlando qu'on a battu très bien, mais Orlando on les connaît, surtout là, bon alors les pauvres, ils ont perdu Markel Foot pour toute la saison alors qu'ils faisaient un bon début de saison, ils ont pas Jonathan Isaac donc ça va peut-être se compliquer, mais c'est pas non plus une équipe incroyable. Et on les bat sans Fournier et quand ils commencent à descendre en plus. Oui, on les bat sans Fournier quand on commence à descendre. Les Pélicans,
Notre troisième win, c'est les Pélicans. Bon, bah, les Pélicans, c'est plutôt irrégulier. Et encore, on les bat. Si le cousin il rentre son tir, c'est une défaite. Hein. Donc vraiment, on gagne dans le clutch parce que George Hill met ses lancers et parce que Dort défend plutôt bien sur Brandon Ingram et parce que Nickeil Alexander-Walker rentre pas son tir. C'est encore une victoire qui se fait vraiment au forceps et dans le clutch. Et l'autre victoire, c'est face aux Knicks. Les Knicks qui font un bon début de saison, hein, eux aussi, hein, je veux pas les critiquer, ils sont plutôt fun à avoir joué, ou en tout cas ils se battent, mais ça reste les Knicks. Est-ce que c'est une équipe qui ira en playoff ou même qui jouera le play-in l'année prochaine? Je suis pas convaincu. Donc sur nos 4 wins, t'as déjà 3 wins face à des équipes de la conférence Est, ce qui est, c'est bien hein, de battre des équipes de la conférence Est, mais c'est quand même contre des équipes de l'Ouest que tu vas jouer principalement tes matchs. T'as 3 wins contre des équipes de la conférence Est, plus une face aux Pélicans, et sur ces 4 wins, t'en as 2 qui se font sur la dernière possession. Moi, je dis pas que le Thunder, sur ces 4 wins, a dominé son adversaire. Ce qui me fait me dire qu'on va perdre des matchs. Hein. Ouais, c'est ce que je te disais avant sur beaucoup de victoires alors que c'était serré et que ça pouvait basculer un peu des deux côtés. Déjà, tu peux en perdre 4 d'affilée comme ça, que c'est pas scandaleux et que t'auras été dans le match et voilà. Après, comme tu le dis, on gagne des équipes de l'Est, on gagne en plus à l'extérieur. Ça, c'est plutôt intéressant pour une jeune équipe comme Oklahoma. Là, sur le road trip, on est plutôt intéressant, on a été plutôt bon. Là, on est en 3 là sur ouais, le road trip. Ouais. Et pour le coup, ça, moi, il y a un petit aspect dans ce que t'as dit qui me donne aussi presque tendance à dire qu'on va baisser un peu dans la draft, c'est qu'on est capable de battre les mauvaises équipes et on perd contre les forts. Mais l'année dernière, on faisait un petit peu ça. Alors, on battait beaucoup plus d'équipes, il faut le dire. Mais si on est capable à chaque fois de battre les équipes avec qui on est en gros en concurrence pour les hauts choix de draft ou qui sont un peu moins bons, notamment à l'Est, on va gagner des matchs en fait. C'est ça qui me fait... C'est un petit presque peur que j'ai, c'est qu'on gagne trop de matchs contre des équipes qui sont plus faibles que nous, parce que nous, on a une base collective, on a dit la défense, on a une base de certains talents avec des vétérans, notamment dans le 5 majeur. Si notre banc tient, et ben en fait, on va battre pas mal d'équipes faibles, et ça me fait un peu peur pour ce haut choix de draft. Alors tu me fais une transition parfaite puisque je vais aborder le calendrier. Qui est l'argument principal, je pense, qui est sur peut-être nos 3 prises de notes. C'est vraiment... Puisque tu as dit on bat des équipes de l'Est qui sont très faibles, on est capable de battre des équipes avec qui on est en concurrence. Ça tombe bien puisque quasiment jusqu'au début mars, on va jouer aucune de ces équipes avec qui on est en concurrence. On va faire juste un petit point. Allez, je vais m'arrêter. C'est l'All-Star Break, c'est quand? Allez, je vais m'arrêter au... Tu peux même déjà faire juste la fin du mois de janvier, elle est déjà solide. Je vais faire jusqu'au 14 février, la Saint-Valentin, tout ça. Je vais m'arrêter. Ça fait un stretch d'1 mois. Ce soir, on joue les Nets. Bon, alors les Nets, Kyrie, pas Kyrie, KD, pas KD, ça reste solide. Caris Levert peut potentiellement nous mettre une sauce. Voilà. Fin du road trip. Ensuite, t'enchaînes un homestand de 4 matchs où t'affrontes les Spurs qui font un bon début de saison, les Lakers, lol, les Bulls qui sont pas inintéressants, et les Sixers. Déjà là, si t'en prends 2, t'es content sur ces 5 là. Ensuite, t'enchaînes, alors préparez-vous, t'enchaînes un stretch de 5 déplacements où tu joues Denver, les Clippers 2 fois, Portland et Phoenix. Si t'en prends un, t'es content. Si t'en prends un, t'es content. Si t'en prends un, t'es content. Et ensuite, tu te dis, bon bah très bien, j'ai fait 5 matchs à l'extérieur, je rentre chez moi, je joue 5 matchs à domicile. Eh ben non, puisque le premier match, c'est contre les Nets. Ensuite, t'as 2 matchs d'affilée contre les Rockets. Bon alors, les Rockets, peut-être qu'ils seront pas excessivement forts, mais ils seront potentiellement plus forts que nous. Ensuite, t'affrontes 2 fois consécutivement les Timberwolves qui vont peut-être commencer à gagner des matchs, espérons pour eux, parce que là ça commence à devenir vraiment dégueulasse. J'allais dire espérons pour nous aussi, mais... Oui, pour les fans des Wolves, espérons qu'ils gagnent des matchs. Et tu te dis, et ensuite tu enchaînes avec 3 matchs de suite à l'extérieur où t'affrontes 2 fois les Lakers et 1 fois les Nuggets. Là, sur ce stretch-là, je sais pas combien de matchs on en gagne, mais franchement, si on en gagne 4 ou 5, c'est bien. Et c'est pas fini! Parce que pour la Saint-Valentin, tu rentres chez toi, tu joues les Bucks, t'enchaînes ensuite avec Portland, pour finir ce mois de janvier et de février infernal. Le 19 février, t'as d'autres matchs après, mais après c'est relativement plus calme, où tu te déplaces à Milwaukee. Donc, sur ce stretch d'1 mois, tu vas jouer 2 fois les Bucks, tu vas jouer 2 fois les Clippers, tu vas jouer 3 fois les Lakers,
tu vas jouer 2 fois Denver, tu vas jouer 2 fois les Nets, 2 fois Houston. Je vois pas comment tu peux gagner ne serait-ce que plus de 25% de tes matchs dans ce stretch-là. Je pense très sincèrement que si tu regardes le calendrier, c'est l'un des pires stretch, toute équipe confondue. Ça va être infernal. De toute façon, on l'avait dit ça en preview de la saison, que OKC avait la pire première moitié du calendrier de la ligue selon certaines stats, et là on a joué la partie la plus facile. Donc là, je vous laisse imaginer ce qui arrive, et même avec le Covid, même avec les différentes incertitudes, je pense que la plupart même des équipes... Même avec des load management, tout ça... on va perdre des matchs, et il a, pour le coup, dans les équipes que tu as citées, et c'est ce qui me fait dire aussi qu'on sera une équipe qui sera très haut dans la draft, il y a des équipes contre qui je ne vois même pas pouvoir lutter ou avoir les armes de faire quelque chose. Là, tu nous mets Philadelphie en face, vu comment ils jouent depuis le début de saison, vu comment Embiid, vu comment ça shoot autour, vu comment ça tourne, on n'a aucune arme pour stopper ça. C'est pareil pour les Clippers, s'ils se mettent à jouer avec Kawhi et Paul George, les deux en même temps, c'est pas possible. Les Clippers, c'est pas ceux qui m'inquiètent le plus. Et les Lakers, c'est pareil. Enfin, Lakers, Denver, si Jokic, vu comment il est en ce moment, nous, on n'a aucune arme pour le défendre. Enfin. Non, mais en même temps, là, pour le coup, personne n'a d'arme. Personne peut le défendre. Donc, tu vois, il y a vraiment des matchs où je me dis, bon, celui-là, je vois pas comment on peut le gagner. Et mais les Bucks. Les Bucks aussi, c'est peut-être même pire. C'est peut-être même pire. Non, alors que, depuis le début de saison, je me disais, chaque match, tu peux peut-être faire quelque chose. Tu vois, même contre Utah, c'est jamais l'équipe qui m'a le plus impressionné. Je me dis, on peut toujours les accrocher. Là, j'ai du mal à le voir. Là, alors, attends. Si tu prends les 3 matchs contre les Lakers, les 2 contre les Clippers et les 2 contre Denver, t'as déjà, plus les 2 contre les Bucks, ça fait 9 matchs. T'en prends quoi? Maximum, t'en prends 2? Ouais. Moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Ah. Moi, je pense que justement, ça y est, je lance les débats. Je pense que justement, ce calendrier-là, il peut vraiment être à notre avantage parce que sur le papier, c'est monstrueux. On se fait démonter de partout et on gagne pas un match. Ça, c'est logique. Sur le papier, toutes les équipes sont plus fortes. Mais après, on va jouer les Lakers qui vont jouer en marchant. On va jouer peut-être ce soir Brooklyn qui va jouer sans leur deux stars. Et ça va être ça tout le temps avec le Covid et les joueurs qui se reposent, la saison qui est raccourcie, les back-to-back qui s'enchaînent. Je pense que beaucoup de stars vont manquer à chaque fois. Et on va forcément gratter quelques matchs. On va en gratter un par-ci par-là. Et au final, on aura quand même... On va pas finir à 70% de win, hein, c'est sûr. Mais on va quand même réussir à gratter quelques wins, je pense. Et réussir à tenir le coup et gagner quelques matchs et du coup pas se retrouver dans le top 3 peut-être à la fin de l'année. Sauf que ton raisonnement de dire va y avoir du load management, va y avoir des joueurs qui auront le Covid, etc., il peut s'appliquer à toutes les équipes en fait, pas juste à nous. Ouais. C'est ça, mais et bon. ça peut nous toucher nous aussi d'ailleurs. Imaginons ça peut nous toucher nous, hein. Imagine, je sais c'est pas. pour ça, c'est flou. Chez Beasley, on sont allés jouer à la imagine console avec Dort. Il avait le Covid. Non mais même, imagine, je sais pas moi, Shea, il est absent, 3 semaines parce qu'il y a une cheville qui tourne. Ça peut arriver. Bah là, pour le coup, t'es foutu, quoi. C'est ça, mais c'est pour ça que ça peut vite aller dans les deux sens et on peut vite se retrouver en catastrophe et vraiment on gagne pas un match dans cette période. Et... Mais ouais, je comprends ce que tu veux dire et je pense qu'on en prendra. Hein. On va pas faire 20 défaites d'affilée. Hein. Je le vois pas faire ça. Ou alors là, pour le coup, on sera le numéro 1 et il y aura plus de débat. Mais je pense qu'on en accrochera, mais j'ai du mal à en accrocher beaucoup, à part voilà des circonstances atténuantes tout le temps. Voilà, LeBron joue pas, machin. Tu vois, mais même, enfin, il y a des équipes, même les Clippers, ils font pas jouer Paul George ou Kawhi. Je pense qu'ils sont meilleurs que nous. Les Lakers, ils font pas jouer Davis ou LeBron. Ils ont encore un talent pour nous battre. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs où tu te dis, il faut vraiment un cataclysme. Il faut les Sixers d'hier pour qu'on les batte, quoi, avec Maxey en MVP. Voilà, quand même, les Sixers d'hier, quand même, je pense qu'on pouvait les battre. Oui. Ouais, ils ont pas été si... Ils ont pas été si ridicules, hein, d'ailleurs. Hein. Maxey, voilà. Si tu perds ce genre d'équipe sur le papier, heureusement que tu finis top 3 à la fin de l'année, quoi. Mais là, du coup, sur tout le calendrier que j'ai dit, ça fait 22 matchs. Tu peux en prendre 5 ou 6. Ouais. Et un coup, peu plus. Allez, 8. Allez, 8 ça matchs. me va. Tu fais un 8-14. Et encore, 8-14... ça veut dire que tu gagnes un match sur 3, c'est déjà pas mal. 8-14, c'est pas beau, mais c'est pas forcément un bilan de dernier, du coup. Ouais, bah non, mais je nous vois mal faire 8-14. Hein. Moi, je nous vois plus faire un 5-17. Hein. En plus, avec l'enchaînement des matchs, t'as pas le temps de souffler, tu peux très vite te faire enchaîner match après match. Hein. C'est peut-être là que ça va jouer d'ailleurs, où on sera à la draft peut-être à la fin de l'année, c'est peut-être sur des petites périodes comme ça, où est-ce qu'on est capable d'en gagner peut-être 8 ou 9, ou est-ce qu'on va en prendre 4 ou 5. C'est peut-être là que ça va jouer, hein. Vraiment. Bah, de toute façon, moi je pense que là, ce stretch d'un mois jusqu'au All-Star Break, c'est le moment le plus important de la saison déjà.
Parce que si tu commences à gagner des matchs, là, ouais, tu vas peut-être partir de trop loin pour finir dans le bottom au niveau des bilans. Si tu commences à enchaîner les défaites, pour moi, tu peux tellement perdre de matchs que même en gagnant un peu après, parce que tu affrontes des équipes un peu plus faibles, tu auras déjà perdu tellement de matchs que ton bilan il sera faible de base. J'avais l'impression surtout que cette année, en raison du Covid et tout le bordel que c'est cette année, les équipes très hautes, elles vont finir avec un bilan un peu moins bien que d'habitude et les équipes plus basses vont Un peu aussi meilleur. remonter. Donc c'est ça, ça peut jouer en notre faveur, défaveur. Enfin, faut voir dans quel point on se pose, mais défaveur pour le top 3 de la draft peut-être. Ça c'est vrai, ça c'est vrai. Est-ce que t'avais, Samson, est-ce que toi t'avais un autre argument, peut-être on va enchaîner après le calendrier, est-ce que t'avais un autre argument, toi, qui te faisait dire que ça allait dans un sens ou un autre, peut-être notre place dans la draft? Est-ce que t'avais souligné quelque chose? Bah, c'était ça surtout, c'était les équipes qui vont vraiment être affaiblies. Je pense que ça va vraiment, vraiment jouer. Toujours les équipes affaiblies qu'on va. Je pense vraiment qu'il y aura beaucoup d'équipes qui vont être affaiblies, qui vont faire tourner, qui vont faire reposer les stars, qui vont être dans des moins bons jours. Ça va arriver, c'est sûr, et je pense qu'on va prendre beaucoup de matchs sur ça. Moi, je pense qu'il y a plein d'équipes pour qui ça va arriver aussi. Ouais, nous y compris. Je pense que tout le monde aura son passage avec, en fait, des moments avec 100 des joueurs, et que du coup, les équipes très profondes auront un avantage considérable quand elles seront capables de gagner des matchs avec pas mal d'absents, en fait. Nous, tu nous enlèves un joueur du 5 majeur, on est beaucoup plus faible. Bah après, Ouais, regarde c'est vrai contre aussi. Orlando, on avait tenu, hein, pour le coup, avec Robbie et Jackson dans le 5. Après, Et c'est Robbie, pas viable, je suis d'accord, mais sur un malentendu, ça peut faire. on a D'ailleurs, quand même perdu. Hein. Oui, on a quand même La perdu. défense intérieure, c'était quand même atroce. Et d'ailleurs, un argument pour le haut choix de draft, c'est que les back-to-back, Hill et Horford n'ont pas l'air de les jouer les deuxièmes matchs. Si c'est confirmé toute la saison, en tout cas, ils n'ont pas joué le premier. Donc ça, si on en a quelques-uns là dans le stretch que tu nous as indiqué, Constant, Bah alors, attends, il y en a au moins un. Là, j'en ai déjà un sous les yeux sur la fin d'année. 1, 2, 3. Sur ce stretch, il y a 3 back-to-back. Sachant que il y en a un d'entrée, là, on joue les Nets, on rentre chez nous, on fait back-to-back Spurs et Lakers. À voir, mais si t'as ni Hill ni Horford contre les Lakers, ils ont pris combien les Clippers? 51 déjà, non? Isaiah Robbie, je l'aime bien, mais sur Davis, ça va être compliqué quand même. Voilà. Oh là 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 là. Ton deuxième back-to-back, c'est tu vas aux Clippers et tu vas à Portland. L'un ou l'autre, tu peux vite prendre une raclée. Et ensuite, ton troisième back-to-back, c'est les 2 matchs que tu joues à domicile et où tu affrontes 2 fois de suite les Wolves. Là, pour le coup, c'est un peu plus abordable. Tu vois, celui-là, je nous vois peut-être capable de prendre les deux, tu vois. À voir. J'avais un autre argument, moi, on va peut-être enchaîner là-dessus. Là-dessus, j'avais encore un point avant peut-être parler de la concurrence. Moi, c'était les trades. Parce qu'on en parle depuis le début de saison, mais il y a un moment, ils sont de plus en plus proches, en fait, les trades. Et de ce qu'on voit de George Hill, notamment, surtout, d'un petit peu d'Orford, et notamment de Muscala, ça, ce qu'on n'attendait pas trop, c'est qu'ils ont un potentiel à être tradés, ils peuvent intéresser des équipes. Et donc, je suis allé voir les stats quand, par exemple, Horford ou Hill sont en dehors du terrain, en fait, nos net rating, par exemple. Alors, George Hill a un net rating de moins 0,1. Par contre, quand on joue sans lui, on a un net rating de moins 11. Horford, il a un net rating de moins 1,3. Et par contre, quand on joue sans lui, on est à moins 10. Notamment offensivement, ça marche largement moins bien sans Horford. Et sans Hill aussi, d'ailleurs. Donc ça, c'est encore une fois la différence entre le 5 et le banc. Et quand on regarde Muscala, lui, il a un net rating de moins 2, et sans lui, on est à moins 7,5. Donc en fait, si on enlève même un de ces joueurs-là, pour l'instant, ils sont pas forcément positifs en termes de net rating, mais quand on joue sans eux, on est très mauvais. Donc ça compromet très vite les chances de gagner des matchs, parce que comme tu l'as dit, Constant, on enlève Hill, très vite ça devient Malédon dans le 5 par exemple, et notre banc est complètement sans créateur presque, il n'y a que Diallo qui peut scorer avec un peu la balle en main. T'enlèves Horford, c'est Muscala dans le 5, tu te retrouves avec du Robbie, peut-être Moses Brown s'ils vont le chercher, enfin c'est beaucoup plus faible. Et imagine tu trades 2 joueurs dans cette liste de 3, enfin tu joues avec des joueurs qui auront peut-être plus de contrat NBA après cette année et qui ne seront jamais dans la rotation d'une autre équipe. Et ça, si à partir du moment où on va les trader, où on va faire un trade comme ça, on va être beaucoup plus nul, et là ça va devenir beaucoup plus compliqué. Je suis d'accord, mais il y a une question qui se pose aussi, c'est le timing. Si ces trades ont lieu, quand est-ce qu'ils auront lieu? Est-ce qu'ils auront lieu dans 3 semaines, ou est-ce que, je sais pas, la trade deadline, je sais pas quand elle est. C'est après le All-Star, je crois, non?
Je sais pas si c'est après ou avant Juste l'All-Star. avant, je pense. C'est fin février, début mars en gros. Je pense que c'est ça, ouais. Donc c'est juste après ce stretch de 22 matchs qui vont être compliqués. Est-ce que le trade de George Hill ou un trade... Je pense que George Hill pour le coup il va être tradé. Là où Horford j'ai des gros doutes. Depuis le début de saison j'ai des gros doutes sur le fait qu'il sera tradé cette année. Je pense que l'année prochaine ce sera beaucoup plus intéressant pour les équipes de le récupérer avec un an de moins. Là où George Hill je pense qu'il va partir. Mais est-ce que le trade de Ouais, George Hill... Muscala, il y a des chances aussi. Muscala aussi, il y a des chances potentiellement, mais c'est moins important entre guillemets puisque George Hill c'est un starter quoi. Mais est-ce que le trade de George Hill se fait dans 3 semaines ou est-ce qu'il se fait à la trade deadline? Ça change pas mal de choses. Ça change tout. Ouais, c'est ça. Ça Ça change change tout. quelques matchs. Dans mon argumentaire, c'était ça. Enfin, il y avait pas. J'ai pas pris les trades en considération et je suis parti du principe qu'on gardait le même effectif en fait. Mais c'est vrai que si on perd George Hill, si on perd Muscala et si il y a un joueur du 5 majeur qui se blesse, on se retrouve vite dans les bas-fonds de Voilà. l'NBA là. Voilà. Si tu te retrouves avec un 5 où au final c'est Malédon, Shea, Dort, Baisley, Roby. Et ton banc c'est Ty Jerome, Diallo, Kenrich Williams, Poku et Darius Miller. Et là t'as enlevé Muscala et Horford en plus. Ah, c'est C'est pas un peu- beau. Ouais, c'est pas beau. Oui, Orford, pardon, j'ai oublié. Ouais. Bah. Ouais, en plus, là, les gens diront peut-être, mais Malédon, dans le 5, il sera pas mal, voilà, etc. Mais pour l'instant, Mais ce sera pas il est George bon. Hill. Oui, ce sera pas George Hill, et pour l'instant, il est bon, mais il joue contre les bancs, quoi. C'est-à-dire que il joue contre Quickley, il joue contre Cole Anthony, bon, qui est plutôt pas mal. Il joue contre des joueurs comme ça, hein, il joue contre le banc d'Utah, il joue contre la Melo. Quand il sera dans le 5 majeur, il jouera pas contre ces joueurs-là, hein. Il jouera contre Lillard, il jouera contre Jamal Murray, il jouera contre des joueurs comme ça. C'est d'un autre calibre et c'est une autre Il jouera exigence. contre Curry, Curry, contre Westbrook Bill, enfin, c'est autre chose. C'est largement autre chose, hein. Après, Malédon, c'est peut-être pas forcément le meilleur exemple à citer pour dire que ce sera catastrophique. Je pense que Non, Malédon, non, il mais sera bien pas sûr. vraiment Non, mais négatif, donc, justement, même lui qui sera pas forcément négatif et que pour l'instant est plutôt bon, ça risque d'être sur un autre niveau, une autre paire de manches pour lui. C'est vraiment. oui, Voilà. il va moins importer. Ouais, voilà. Que si tu mets beaucoup dans le 5 avec une blessure de Baisley, Oh non, là, ce sera peut-être différent. Il sera jamais dans le 5. Même s'il y a blessure, Ouais, je pense. il sera jamais dans le 5. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on a vu et on a un peu cité dans le live, c'est que Dane Holt, je pense, a son banc et son 5, un peu 2-5, et quand Hill et Horford n'étaient pas là, c'est Jackson et Roby qui ont fait le nombre. C'est pas Muscala qui a augmenté et Diallo qui a remonté aussi, ou Malédon. Mais en fait, je me pose la C'est une bonne question, chose. si George Hill est tradé, est-ce que Malédon sera starter? À tout moment, je vois un Ty Jerome. Jerome. Ouais, à tout moment, ouais, franchement. Parce que là, vu comment il a l'air d'être parti, Degnault, il a son 5 du banc, il le bouge pas. Hein. Hormis quand il y a des blessures de Poku, il fait jouer Roby par exemple, mais son 5 full bench, il le change pas, il le garde. Et on voit de plus Après, en c'est plus peut-être le ça manque de choix aussi. Je veux dire, si George Hill s'en va, il y aura plus que Malédon, Diallo que tu peux mettre à la place, ou sinon Ty Jerome, et Ty Jerome, on sait pas vraiment dans quel état il est. Donc, faut voir comment ça se passe. Mais s'il n'a pas vraiment le choix de mettre Malédon ou Diallo, ce sera un des deux. Ou sinon, il met Jackson. Il met Jackson comme il l'a fait, sinon. Hein. Ouais. Ouais, c'est possible. J'ai l'impression qu'il veut faire un peu comme Toronto faisait à une époque, de créer un vrai 5 qui joue ensemble et qui a l'habitude et qui a une identité presque, pas à part du 5 majeur, loin de là, mais qui a un petit collectif ensemble, tu vois, qui a des vrais repères. D'ailleurs, le deuxième 5 qui joue plus à Oklahoma City, c'est le 5 all bench avec Williams, Muscala, etc. Parce que c'est quasiment les deux seuls 5 qui jouent. Ouais. Alors, après, il y a Shea qui a quand même... Son temps de jeu commence d'évoluer un peu, où il joue l'entièreté il fait tout le troisième quart. Ouais. Il joue l'entièreté de certains cartons. Il est un peu plus avec le banc. Baisley a eu des minutes avec le banc aussi. Diallo, au contraire, on a eu avec le 5 majeur. Malédon aussi. Il commence de mixer un peu ça. Donc à voir comment ça évolue. Mais pour le coup, ça peut très vite devenir très short en rotation, comme vous l'avez dit. Dès qu'il y a un ou deux trades, ou une ou deux blessures, ou un ou deux Covid d'ailleurs, ça peut aller très vite. Hein. Ouais, puis quand c'est un ou deux Covid, c'est vite 5-6. Ouais, enfin 5-6 c'est cas vite contact et catastrophique. effectivement. Ouais. On n'a aucune marge au niveau de l'effectif. Hein. C'est peut-être ça Ouais, qui c'est nous ça, pénalise c'est- par rapport à d'autres équipes où je vois certains joueurs qui ne jouent pas dans d'autres équipes qui joueraient clairement, je pense, à OKC. Des équipes plutôt moyennes, hein, mais il y en a qui joueraient, je pense.
Mais après, là où on est en avance sur les autres, c'est que pour l'instant, tout va bien. On n'a pas de blessés, on n'a pas de Covid. Quand on prend l'exemple de Détroit, par exemple, qui a un petit meneur français de blessé, et qui a Blake Griffin qui revient très mal de blessure. Enfin, c'est catastrophique. Il y a d'autres équipes comme ça où si... Et tu me fais une très bonne transition, Sanson, parce que c'est peut-être le dernier point qu'on va aborder. C'est la concurrence. Parce que, pour dire, on va être très haut dans la draft, on va avoir un haut choix, on va jouer la loterie avec un haut pourcentage. Il faut que les autres soient aussi moins nuls que nous, dans un sens, ou meilleurs, si je peux dire. Et là, qu'est-ce que vous en avez pensé depuis le début de saison, où vous vous situez? Il y a des petites surprises, dans les deux sens, d'ailleurs en bien ou en moins bien. Et qu'est-ce qui va perdurer? Toi, Sanson, par exemple, quelle équipe tu verrais derrière nous à la fin de la saison? À l'ouest ou en En général? général, parce que ça prend la globalité, je pense, la loterie. Bah, en général, déjà, il y a Détroit. Ouais. Il y a Détroit, peut-être Minnesota si ça s'arrange pas. Les Spurs démarrent bien, donc peut-être pas quand même. À l'est, qu'est-ce qui reste? Je vais reprendre les équipes sous mes Tu yeux. vois, New York est meilleur New York, ça va qu'actuellement. peut-être rester au-dessus parce qu'il y a une identité qui se crée avec une bonne défense, ça se débrouille quand même en attaque. Ça va peut-être tenir et gagner quelques matchs quand même. Puis il y a des blessés surtout à New York en ce moment. Alec Burks joue Oui, pas, Obi Toppin va revenir. En Mm, attaque, et ils gagnent ça quand va même. s'améliorer. mm. C'est ça. Washington, ça va regagner des wins, donc ce sera devant nous. Peut-être Chicago qui sera derrière. Ouais. Après, il y a quand même pas grand monde qui sera derrière nous, je pense. Sacramento qui sera derrière. Ah mais Memphis peut-être. Je suis pas sûr. C'est voilà, tout. il y a un Dark Horse que vous oubliez, c'est Memphis. Hein. Ouais, Memphis, Sacramento, Minnesota, Alors, Détroit et Chicago. je rejoins plutôt Sanson. Moi, Détroit, je les vois derrière. Ils semblent vraiment. Alors, sauf si Blake Griffin revient très 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 bien, on sait pas d'où. Mais ils semblent Ils sont vraiment. repartis. Même si Grant est bon, je pensais pas qu'il serait aussi bon, honnêtement. Ah, il est bon. Là, ça fonctionne pas. Après, par exemple, les Knicks et les Cavs qu'on voyait bas, pour l'instant, ça joue bien. Les Cavs sont bons en défense, incroyable. Meilleure défense. Ouais, t'as Sexton qui émerge un petit peu, enfin, vraiment pas Oh, mal. Et eux, il fait plus. ils scorent beaucoup mieux qu'avant, beaucoup plus efficacement, et je pense qu'il fait un bon début de saison, de ce que j'ai pu entrevoir. Puis eux aussi, ils ont eu des absences. Hein. Voilà, exactement. Ah ouais, C'est ce eux, que il y a j'allais dire. Kevin Love qui joue pas, Kevin Porter Jr. qui est toujours. Pour le coup, les absences, ils les ont déjà. Donc là-dessus, à l'Est, c'est même plutôt surprenant les équipes qui surperforment en ce début de saison, un peu comme nous, j'ai envie de dire. T'as les Wizards qui sont pas bons, et pour le coup, là, je commence à avoir plus en plus de doutes parce que Thomas Bryant s'est blessé, je pense, assez gravement hier. Et là, pour le coup, au poste de pivot, ça devient très compliqué pour eux. Russ joue pas tous les matchs, et en plus, il est pas exceptionnel en ce moment. Bill est très tout seul. Enfin, ça peut aller très vite, Ouais, donc mais ça il y a le fonctionne talent pas. quand même. Mais je suis d'accord avec toi qu'il y a le talent, et il y a un effectif quand même où il y a des joueurs, même Bill est un très gros joueur, et tu devrais pouvoir gagner des matchs, peut-être quand Scott Brooks sera viré. On pense à tous les fans des Wizards. Tu veux dire dans 2 jours. Oui, voilà, c'est ça, exactement. À la fin du podcast. Il y a pour vous rejoindre, pour moi, il y a un top 3. Il y a 2 équipes. Ah non, allez, il y a une équipe sûre que vous avez mentionnée qui, pour moi, aura un pire bilan que tous, c'est Détroit. Je vois pas comment ils peuvent gagner plus de matchs, sachant que Jeremy Grant fait un début de saison très très bon. Ça marche pas. Ils ont gagné un match un peu n'importe comment face aux Suns parce que Phoenix a joué en traînant des pieds. Ils ont gagné un match. Leurs 2 wins, c'est Phoenix en overtime parce que Phoenix traîne des pieds. Et la première, c'est Boston alors qu'ils étaient menés de 21 parce que Boston d'un coup s'est arrêté de jouer. Mais ça va être très compliqué pour eux cette saison. Il y a une équipe où eux pour le coup ils ont tellement eu leur lot de blessés que je me dis est-ce qu'eux ils seraient pas capables de dire non mais en fait Ja Morant, Justice Winslow, Jaren Jackson, vous vous reposez, on va ajouter un élément important à la loterie et l'année prochaine on peut repartir vraiment avec un young core très intéressant. Donc Memphis potentiellement, sachant que je sais pas combien de temps on va louper Ja Morant, mais je crois que c'est assez pour une période assez longue. Non, je crois qu'il est sur le retour, si je me trompe C'est pas. long. Et sur le Non retour, je crois Attends, que c'était long. je vais te checker en direct, mais je sais pas si... Bon, bref, en tout cas, C'est pareil, je pensais que c'était long. Justice Winslow va pas revenir tout de suite. Jaren Jackson Jr. va pas revenir tout de suite. Memphis potentiellement peuvent perdre des matchs et entre guillemets mettre leur. En plus, c'est leurs 3 meilleurs joueurs, quoi, vraiment. Donc Ouais. ils peuvent perdre des matchs rapidement. Et ensuite, il y a une équipe qui me fait rire. Je suis désolé, mais c'est Sacramento.
Je pense que Washington, même Minnesota, ils auraient pu récupérer Karl Anthony Towns. Je pense que Minnesota va commencer à gagner des matchs, ou en tout cas, ils vont en gagner plus que nous. Mais il y a une équipe où c'est Sacramento. Je suis consterné par le début de saison de Sacramento. Et ils gagnent des matchs, hein. C'est ça qui est. Ils gagnent Il y a des 4 matchs, wins, hein. mais alors quand ils perdent, mais ils prennent des raclés. Mais Luke Walton, pour moi, mais il devrait déjà être en train de chercher des offres au Pôle emploi. Comment tu peux garder un coach comme ça qui propose rien? Washington et Sacramento, mais réagissez. Ces deux équipes qui avaient comme postulat de base, on va prétendre à faire les playoffs. En tout cas, Sacramento, on va se battre. Soit vous partez dans une optique, que ce soit Washington ou Sacramento, où on tire un trait sur la saison et on verra l'année prochaine, soit vous essayez de réagir, vous virez votre coach et vous tentez autre chose, parce que là, c'est pas possible. Je réagis du coup parce que je suis allé voir un peu sur Twitter ce que ça disait sur Morant. Il y a une vidéo d'il y a une semaine partagée par le compte FR de Grizzlies France où Ja Morant était déjà en train de shooter à l'échauffement. Et c'était plutôt du 3 à 5 semaines. Donc il est déjà blessé depuis quelques temps, donc il devrait revenir assez rapidement pour les Grizzlies. Après, comme tu l'as dit, ils peuvent très bien la jouer. Effectivement, on repose un peu les joueurs, on prend soin de nos joueurs un peu en termes de santé, notamment Jaren Jackson Jr. Je suis pas sûr qu'on le revoie de sitôt. Après, à partir du moment où ils ont Morant, pour moi, ils vont gagner des matchs. Donc à voir comment ils évoluent. Pour les Sacramento, je les vois gagner des matchs en fait, parce qu'il y a une base de joueurs, alors comme tu as dit, qui est parfois mal utilisée, etc., qui est intéressante. T'as Haliburton qui est pour moi pour l'instant le rookie de l'année, honnêtement. Moi je pense que je le mets. La Melo. Après la Melo fait des bonnes dernières sorties, effectivement. La Melo. C'est vrai que les dernières sorties de la Melo sont... aussi, hein. C'est bizarre, je croyais que c'était un boss qui savait pas créer. La Melo, et si les gens se doutaient de lui par rapport au mental, etc., mais en termes de offensivement, etc., ce qui monte, c'est très 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 fort, effectivement. Mais Haliburton est dans le top rookie, on va dire, voilà. Ouais, il est dans le top 3. Tu vois, je les vois gagner quelques matchs et tout, on sera peut-être à la lutte avec eux, effectivement. Minnesota, s'ils se mettent enfin à jouer, que Towns est enfin concerné, que D'Angelo Russell... Il revient surtout de blessure. Il revient déjà, oui. Il est revenu hier. Oui, mais c'est un peu comme Washington. Enfin, il passe ce cap, tu vois, parce que Towns, j'ai toujours trouvé un peu, des fois... laxiste, j'ai envie de dire, alors qu'il peut dominer tout le monde, tu vois, il y a un talent aussi dans cette équipe-là qui est largement supérieur à notre équipe, je pense, donc peut-être qu'ils remonteront, donc ouais, il y a peut-être pas grand monde derrière nous que ça, hein. Après les Knicks et les Cavs peuvent chuter, Détroit c'est sûr, à voir comment ça remonte, je sais pas. Moi je pense que Sacramento ça peut potentiellement exploser dans le vestiaire. Bah ça commence avec Bagley déjà. Bah justement, c'est pour ça que tu dis individuellement ils ont du talent, je suis d'accord, mais le vestiaire, pour moi le vestiaire c'est la grande récré là actuellement. c'est Toys R Us, ils sont en train de se battre, mais parce que c'est le coach, hein, faut pas chercher. Hein. De'Aaron Fox, son début de saison, je le trouve correct, je le trouve pas extraordinaire, mais je le trouve correct. Mais voilà, t'as Buddy Hield qui fait n'importe quoi. Buddy Hield hier, j'ai regardé le match aussi de Sacramento, il te prend des 3, mais c'est des briques, ça touche même plus l'arceau, maintenant ça touche le plexi, c'est dégueulasse. Hassan Whiteside il flex alors qu'ils sont à moins 25, ça aussi c'est incroyable. Ouais, surtout qu'il est backup de Holmes qui est beaucoup plus fort que lui. Mais qui est blessé Holmes. En plus. Si, il est blessé je crois. Bagley, il est pas utilisé comme il faut. Moi je pense que ce vestiaire peut potentiellement exploser, et c'est pour ça que je me dis que contrairement à Minnesota où je pense que Ryan Saunders tient plutôt bien son vestiaire, je pense que le retour de Towns va leur faire du bien. Et puis Towns, faut pas oublier l'année qu'il vient d'avoir. Je pense que mentalement il faut un peu de temps pour se remettre dans le basket. Je pense que D'Angelo Russell va repartir sur des standards. Je pense que Edwards va progresser tout au long de la saison. Je pense que je les mettrai pas en play-off. Je pense que je les mettrai même pas dans le play-in. Je pense que les Spurs feront une meilleure saison qu'eux, mais ils gagneront toujours plus de matchs que nous. C'est ça, et ça va repartir avec Towns, D'Lo. Oui. Il n'y a pas de souci. Enfin, pour moi, Minnesota, c'est devant nous. Après, on n'a pas du tout parlé de Charlotte. Enfin, je pense pas qu'ils seront derrière nous, mais... Non, je pense pas non plus. Ils ont des joueurs NBA qui leur apportent typiquement Hayward sur un poste qui est important. Il leur apporte beaucoup de certitude et ils font un bon début de saison. Et quand tu vois Lamelo, ce que commence Lamelo de produire, etc., je les vois plutôt quand même gagner pas mal de matchs. Et peut-être en play-in d'ailleurs, à voir comment se portent les autres équipes. Dire, moi, Charlotte, pour moi, c'est un dark horse en play-off. Ouais. Ouais, et puis ils ont bien plus de choix que nous en tout cas. Ouais. On va peut-être finir ce podcast, on approche de l'heure, sur un petit pronostic du coup. Pour vous,
avec son choix propre, sans trade de choix et de package à la draft, où sera le choix d'OKC? Vas-y Sanson, je te laisse commencer. Bah sans compter la loterie, plus par rapport à notre place Ouais, en gros, à notre laquelle on va place. finir. Ouais. Voilà, parce que En gros, notre sans place la- dans le classement, ouais, c'est peut-être plus ça. Dans notre place dans le classement à la fin. Pour coller avec mon argumentaire, je vais dire 4e. Et je mets derrière nous, allez, Sacramento, Memphis Ok. Détroit. et Détroit. Ok. Ouais, Détroit. Ok. Vous êtes dur avec Memphis quand même, je trouve. Parce que s'ils se remettent à jouer, c'était une équipe correcte, quoi. Mais moi, c'est les blessures. Ouais, c'est c'est les pas blessures, une c'est les raison blessures, argumentaire. c'est vrai. Parce que si Ja Morant, il loupe 5 semaines, c'est beaucoup 5 semaines. Hein. En 5 semaines, t'as quasiment la quinzaine de matchs. Hein. Mais 3. Détroit et Sacramento derrière. Parce Ouais. que Sacramento, je vois pas comment ça peut pas exploser là. S'il continue, Sacramento, c'est typiquement, on parle beaucoup de Sacramento, hein, mais typiquement c'est l'équipe, si tu commences à perdre 4-5 matchs, l'effectif va partir dans tous les sens. Je suis plutôt de ton avis constant. Au final, on est assez d'accord, hein, on est autour de 3-4. Je vais nous mettre 3. Je vais dire Détroit. Et après, je vais dire une équipe de l'Ouest. Sacramento, Minnesota. Je vois pas Memphis quand même. Une des deux là. Et après, on peut être un peu plus bas si les Knicks se remettent à faire n'importe quoi. Et si les Cavs, ça fonctionne moins bien. Mais j'ai beaucoup plus de doutes là-dessus. J'ai l'impression que ça va être au moins un peu compétitif sur l'année. J'ai envie de dire. Les Knicks, c'est ce qu'on disait en début de saison, avec Thibodeau, tu vas gagner des matchs. Hein. Et je pense que l'effectif, Thibodeau, il gère son effectif et là où ça peut partir en couille à Sacramento parce que le coach ne sait pas gérer son personnel, là où Tibbs, déjà, il n'y a pas de gros égos à New York, là où Tibbs gère ses joueurs comme il faut. Puis lui, il veut pas tanker, il veut pas perdre de match. Hein. Quand tu fais jouer Ah 40 non. minutes tout le monde, c'est que t'as pas envie de perdre. RJ Barrett, il joue 45 minutes contre nous. Hein. Ah bah là, il se repose pas. Hein. Non. Ça carbure à New York. Après, à Chicago, on n'en a pas trop parlé. Chicago, on en ouais, a mais pas il y a trop quand même. parlé, mais je Pour pense moi, quand même que ce sera devant il y a nous. du ouais. talent beaucoup plus élevé que même d'autres équipes à l'Est, je trouve. Patrick Williams, c'est bon hein, sur ce Et bon, ouais. Si bon, Porter sort du banc. Non, il Des fois. Ouais, mais ils l'ont pas fait sortir du banc des fois. Ou alors c'était que en pré-saison où ils le J'ai faisaient. pas vu, j'ai vu en Non, mais starter. ils doivent le faire starter parce que Markkanen a le Covid. Ah, voilà, c'est pour ça. C'est pour ça que dans ma tête, Markkanen était dans le 5 et Porter sortait du banc. C'est peut-être pour ça. Après, effectivement, si Markkanen n'est pas là, c'est plus logique. Mais ils ont un effectif quand même qui reste plus compétitif que la plupart des équipes qu'on a citées, je pense. Houston Ouais, Kobe White aussi. Ah, il y a le Houston, ouais, abuse Houston. pas. Mais franchement, même avec un trade d'Harden, quand je vois ce que Wood peut produire, Wall, et puis ils récupéreront quelque chose contre Harden, tu vois, s'ils récupèrent Simmons, bon, ça arrivera pas, hein, mais Non, alors là, je pense que Daryl Morey l'a fait. Attends. Là, j'ai une équipe qui est compétitive. Genre, j'ai vraiment un effectif qui peut gagner le titre. Niet, ça bougera pas. Mais non, mais Houston gagnera des matchs. C'est. Houston, je les mets plus près des playoffs que de notre place. Hein. Ouah. Si, moi je suis Je sais même d'accord. pas- je sais même pas si je mets Houston devant San Antonio. Oh, si. Quand même. Ah bon Même avec un trade, je pense. Je dis hein. pas pour l'instant oui, mais sur le plafond de Houston, quand Harden va se remettre à jouer. Ah, etc. bah, El Famoso plafond de Houston, on le connaît. Hein. Non, mais là, oui, mais je te parle même pas du plafond playoff, je te parle juste en saison régulière. Harden, il va te faire gagner beaucoup de matchs. Hein. Je sais pas. Après, s'il part dans une semaine, Oui. Bon. Non, il partira pas dans une non, semaine. je pense mais- pas. Mais bon. Regardez comment joue Houston contre les grosses équipes. J'ai vu le match contre Indiana, c'est pas terrible. Je pense que Houston, depuis la saison dernière, est une équipe lower. Et là, par exemple, cette nuit, ils vont jouer contre les Lakers. Autant l'année dernière, je me disais, ils ont une chance. Autant cette année, j'y crois pas une seule seconde. Faut s'adapter aux nouvelles arrivées aussi. Wall, Wood, Cousins, faut voir ce que ça donne aussi. Pour l'instant, c'est un peu trop tôt pour juger quand même si je l'attends pas à Mais son John retour Wall, au meilleur niveau. John Wall, je l'aime beaucoup, il fait un bon début de Ouais, saison, c'est mais très il est correct. quand même injury prone. Hein, Ouais, non, peut oui, se c'est sûr. péter, hein. En fait, ça peut vite tout exploser à Houston aussi, je suis d'accord avec toi. Mais sur le papier, pour l'instant, et sur même ce qu'ils ont montré plus ou moins, ouais, j'ai du mal à les mettre très 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 bas. Non, Ils mais peuvent pas être plus bas que nous, quoi. Non, je pense... déjà non pour le... Ils feront un Pour très le bon, swap, non ils feront un très bon swap ou un deuxième choix. Tu vois, Ils feront un très bon 8ème. Voilà, on va finir peut-être là-dessus. Merci les gars d'être venus pour ce podcast. Comme d'hab, merci Constant et surtout merci Sanson pour cette première. J'espère que ça t'a plu de venir parler avec nous. Et... Bah, ouais. Ça m'a fait vraiment plaisir, une belle première. Et
Oui, c'était très bien. C'était très très bien. Hâte d'être à la prochaine fois. Bah, j'espère que ça sera rapidement et ça sera avec plaisir en tout cas. Du coup, vous pouvez nous retrouver tous les trois sur le site wearethunder.fr où on écrit beaucoup d'articles, beaucoup de recaps de matchs notamment en ce moment puisque les matchs s'enchaînent assez rapidement cette année. Donc retrouvez-nous tous les trois sur le site, aussi sur Twitter @wearethunder_fr où on est bientôt 6000, sur Instagram. Aussi sur toutes les plateformes d'écoute bien entendu pour retrouver tous les podcasts, sur le YouTube, sur Twitch. N'hésitez pas à commenter, à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, à vous abonner, ça fait toujours plaisir quand on voit qu'on est de plus en plus nombreux et qu'on a des jolis commentaires. Et voilà, on se retrouve très vite la semaine prochaine normalement pour un live Twitch et dès ce soir pour un match chaud contre Brooklyn, contre Kevin Durant. S'il joue, ce serait toujours intéressant Oklahoma contre Kevin Durant. Et voilà, on se dit à bientôt, salut.